vous dirigez la rédaction des cahiers de l'Alliance. Et j'aimerais savoir, au départ, quels ont été les objectifs de cette revue? Un magazine? Est-ce un book? Est-ce un livre? Est-ce entre les deux? Dites-moi tout. Je crois que ça s'appelle une revue et que justement la revue, à la différence du magazine, c'est une publication de référence qui donne des rendez-vous à ses lecteurs régulièrement. Et nous, on donne 3 rendez-vous par an en traitant un sujet qu'on propose à la réflexion pour enrichir la réflexion des frères de l'Alliance, d'abord pour commencer, et puis après, puisqu'il s'agit d'un outil d'édition, à tous ceux qui ont la curiosité des choses de la maçonnerie et puis de sujets initiatiques. Et 120 pages, c'est quand même une belle revue. Oui, bah, on est ambitieux, Ouais. on est là pour travailler, pour réfléchir, et puis on souhaite aussi défricher des chemins qui sont pas trop courus. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'éditions, de publications, de bouquins autour de la recherche initiatique, et c'est ce qu'on a essayé de faire depuis 8 numéros, c'est d'apporter des choses nouvelles en sollicitant des auteurs, des contributeurs. Vous avez 8 thématiques de cette revue. Et comment se sont faits les choix et pourquoi ces choix? Alors, on essaie déjà de trouver des thèmes qui ne sont pas trop courus parce qu'il y a énormément de publications en matière de culture maçonnique, de recherche initiatique. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller justement défricher des chemins qui sont encore à découvrir. Je pense à un sujet comme le sens de l'honneur. Dans les rituels maçonniques, on parle beaucoup d'honneur. Et finalement, il y a très peu de choses qui ont paru sur ce sujet. Et ça nous semblait intéressant de prendre ce thème et de voir comment il parle aujourd'hui à nos contemporains et aussi comment il parle et comment il est exigeant pour des maçons qui sont engagés dans une voie initiatique de tradition comme l'incarne aujourd'hui l'Alliance. Mais je pense aussi à un sujet comme vérité au pluriel, vérité au singulier, un chemin pour qui la cherche, où là, bon, ben, ce qu'on souhaitait, c'était montrer que on n'est pas des adeptes du relativisme, mais on n'est pas non plus dogmatique, et que l'important, c'est le travail que va accomplir le maçon. Et donc, généralement, on prend ces sujets-là et on essaie de nourrir la réflexion du lecteur. Même chose sur la tradition. Tout le monde se goberge avec ce thème de la tradition. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est son exigence? Est-ce que c'est seulement un label, un héritage, ou au contraire, c'est quelque chose qui doit vivre, s'adapter? Là encore, on parle de sujets qui sont des sujets qui peuvent paraître intemporels, mais on essaie d'en parler aux hommes du XXIe siècle et en particulier aux frères dans la recherche qui est la leur et le travail qui est la leur. C'est ce qu'on a essayé de faire aussi avec un numéro sur l'humanisme en question, en disant peut-être que l'humanisme, c'est pas seulement un anthropocentrisme. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui avec la crise environnementale? Qu'est-ce que ça veut dire aussi aujourd'hui quand on voit les limites d'une pensée occidentale hégémonique? Donc là encore, des sujets qui peuvent paraître intemporels, mais qu'on éclaire pour les hommes d'aujourd'hui et pour nos frères. Alors justement, puisqu'on parle des hommes d'aujourd'hui et des frères, vous avez des auteurs qui sont purement, je dirais, maçonniques, connus comme tels, et puis d'autres qui sont probablement et presque certainement profanes. Comment vous gérez leur motivation? Alors d'abord, on a des auteurs qui sont des frères de l'Alliance. Je pense à Pierre Pelle-le-Croizat, Gaston-Paul Effa, Jacques Crescas et Jacques Branchu. Et donc, on a aujourd'hui une conférence des auteurs, un réseau à l'intérieur de l'Alliance. Et quand on réfléchit à un thème, eh bien, on le met en partage. Et puis, ensuite, on essaie de construire chaque numéro de la revue en se disant, on n'est pas non plus dans l'entre-soi. Et donc, on essaie toujours d'inviter d'autres auteurs, des frères, bien sûr. Hein, je pense dans le dernier numéro, Roger Dachet, ou précédemment Alexandre Adler ou Christophe Calam de la Grande Loge Alpina. Donc, on va voir comment des frères qui ont d'autres expériences
d'autres regards en fonction de la grande loge à laquelle ils appartiennent, vont éclairer le sujet, et puis également parfois des intellectuels qui ont pu participer à certains de nos colloques. Je pense à Lélie Anvar ou à André Comte-Sponville. Voilà, donc l'important, c'est de se dire, on a une revue qui est un kaléidoscope et on va essayer d'avoir des éclairages différents sur les thèmes en fonction de la diversité des contributeurs, de leur regard historique, littéraire ou philosophique. Alors, on va parler de ce numéro spécial, numéro 8, qui parle du silence. Dans la préface, l'auteur Picavet écrit « Le secret d'approfondissement spirituel passe par le silence ». Alors, ma question, est-ce que la franc-maçonnerie ne serait que le trappiste civil? Parce qu'on on privilégie la parole, mais avant de l'ouvrir, il faut la fermer. Parce que le silence, ce n'est pas l'alternative entre le mutisme et le bavardage. Si on veut que cette parole elle soit créatrice, si on veut vraiment entrer dans toute la puissance de la parole, il faut s'asseoir et commencer par stabiliser à partir du silence. D'ailleurs, c'est la méthode maçonnique. Si on demande à l'apprenti de se taire, ce n'est pas seulement pour le priver de participation au débat, c'est aussi parce que le silence, c'est un autre niveau de langage. C'est d'autres choses à découvrir, je crois. Justement, puisqu'on parle de l'apprenti, j'ai bien compris qu'il y avait des angles parfois différents, puisqu'il y a des auteurs différents sur les mêmes sujets, les voies du silence. Alors, par exemple, sur l'apprenti et sur le silence, Roger Daché dit historiquement, on ne demandait pas le silence aux apprentis. Et puis, Jean Dumonteil, lui, dit c'est une ouverture à une nouvelle vie. Alors, et il insiste sur le silence des apprentis. Comment vous gérez ça? Je pense que c'est intéressant de savoir qu'historiquement, ce n'était pas forcément une pratique, mais ce qui est intéressant, et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la tradition, c'est qu'elle est vivante et que nos frères se sont rendus compte que finalement, l'apprentissage du silence était également formateur. Et je dis bien, hein, ce n'est pas seulement de se dire, bon, l'apprenti, il n'a pas voix au chapitre. Il s'agit aussi, et tous, quand on en a fait l'expérience, c'est très rare dans la vie profane, dans la vie professionnelle ou personnelle, d'être dans un groupe où on est obligé d'ouvrir grand ses oreilles et de rester silencieux. C'est une présence tout à fait différente. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est toujours les effets de transformation de l'expérience maçonnique. Et dans cette période de silence, voilà quelque chose qui est une expérience de transformation. Ça rejoint aussi, si on veut que la parole ait une importance, que ça ne soit pas la logorée permanente, le débat ou le club philosophique, il faut savoir que la parole, elle trouve sa force à partir du silence. Je crois que c'est quelque chose de très important et d'autant plus important pour nous, hommes du 21e siècle, parce qu'on est entouré de bruit en permanence et on nous demande d'avoir des réactions, c'est les réseaux sociaux. Non, là, justement, bah, on est en tenue et en tenue, bah, faut commencer peut-être à trouver d'autres langages. Et puis après, bon, bah, si on prend les autres langages, le langage symbolique, c'est un langage formidable. Il faut le laisser résonner aussi dans le silence des mots. Vous dites dans votre article, puisque vous participez à ce numéro, le silence, chemin de fraternité. Ma question, c'est, la priorité, c'est écouter l'autre ou se taire ensemble, c'est-à-dire participer à la musique du rituel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et l'apprentissage de l'écoute est quelque chose de très, très compliqué et surtout que nos contemporains ont un peu oublié. Et justement, se mettre à l'écoute de l'autre, alors ça, c'est déjà une démarche qu'on voudrait fraternelle, mais qui est très compliquée. Souvent, on n'écoute même pas ce que dit l'autre, on prépare déjà sa réponse, on est dans un système de mitraillette permanent, et quand je dis mitraillette, les mots peuvent tuer aussi. Et donc, commencer par écouter complètement et laisser résonner en soi les mots de l'autre, oui, ça fait partie d'un exercice de fraternité. Et puis après, bah, peut-être que de temps en temps, et même quand on est en tenue, que chez nous,
on dessine le tableau de loge dans certains rites. Nous avons 6 rites qui sont pratiqués à l'Alliance, mais plusieurs d'entre eux ont le dessin du tableau de loge qui se fait dans le silence, qui se fait au début de la tenue, bien sûr, et qui est une expérience de silence partagé. Donc, on a besoin dans le rite aussi d'avoir ces moments de silence. Vous avez également une ouverture intéressante dans ce numéro qui est faite par Richard Bassin sur les autres spiritualités. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Orient qui accède à l'harmonie par combat, et est-ce que l'Occident ne pourrait pas s'imprégner un peu de ce combat qu'a mené l'Orient pour viser l'harmonie? On essaie dans chaque numéro, et ça faisait partie des éclairages différents, d'aller chercher dans d'autres traditions un éclairage sur le thème qu'on aborde. Et ce qui est formidable aussi dans notre 21e siècle, c'est justement le dialogue de ces traditions, de ces cultures. Alors c'est sûr que bon, pour nous, l'Orient, ce n'est pas seulement une position dans le temple, mais aujourd'hui, pour tout le monde, il y a ce partage des traditions et certainement beaucoup de choses à apprendre. Si je reviens au silence et dans la recherche de l'harmonie, on voit très bien comment dans les démarches spirituelles, dans le bouddhisme zen, par exemple, on utilise le silence, mais on l'utilise aussi avec le koan, quand on pose des questions absurdes parce qu'elles ne peuvent pas avoir de réponse, qu'elles ne peuvent appeler que le silence. On voit comment ça va nous enrichir et comment nous, francs-maçons du 21e siècle, dans notre petite péninsule ouest européenne, on a à s'enrichir de toutes ces traditions sans perdre notre identité, bien sûr. Mais ça aussi, ça fait partie, je crois, de la culture aujourd'hui d'un franc-maçon. C'est ce que tout à l'heure, je parlais de la diversité des thèmes. Moi, il y a une phrase que j'aime bien qui est de la philosophe Simone Veil. Elle dit « Il faut écrire des choses éternelles pour être sûr qu'elles sont toujours d'actualité ». Ben, je dirais que c'est peut-être un peu ça notre projet des Cahiers de l'Alliance. Eh bien, Jean Dumonteil, merci pour toutes ces informations et bonne continuation pour Les Voix du Silence, une revue qui travaille sur la tradition en s'ancrant dans l'actualité. Merci beaucoup. Merci Jacques.